Bonjour, vous m'entendez, ça va? Donc je vous propose de faire un petit lien entre la session de ce matin sur le Sahara et donc celle de cet après-midi sur l'apport des archives marines. Donc en essayant de discuter un petit peu donc, du climat nord-ouest africain et ce donc à partir du flux de poussière saharienne. Donc comme on l'a vu ce matin, ce qu'on appelle poussière minérale et donc dans notre cas poussière saharienne, ce sont des fines particules terrigènes qui sont émises par l'action du vent, qui vont être transportées sur de plus ou moins longues distances en fonction, donc on l'a bien compris ce matin, de l'état d'aridité de la source, notamment de la vitesse des vents, etc. Donc plusieurs paramètres vont rentrer en jeu. Et donc ces particules minérales obéissent à un cycle qui comprend l'émission, le transport et le dépôt. Et donc au cours de ce cycle, ces poussières minérales vont avoir un impact sur le climat. Donc par exemple, elles vont contribuer à l'absorption ou à la diffusion du rayonnement solaire ou terrestre. Elles vont aussi permettre de booster la productivité biologique de surface, océanique ou continentale. Et indépendamment de ces effets possibles sur le climat, ce qui va nous intéresser, c'est que ces variations du flux de dépôt donc dans les archives climatiques, donc sédimentaires ou glaciaires, accompagnent les grands changements climatiques au cours du temps, comme le montre ici cette bonne corrélation entre le delta O18 benthique qui nous trace un peu le volume des glaces au cours des derniers 800 000 ans. Et vous avez ici le flux de poussière enregistré en Antarctique pour la même période. Et donc pour reconstruire les conditions paléo-environnementales qui règnent au niveau des sources, donc l'état d'aridité des sols, l'hydrologie, etc., ainsi que pour reconstruire la circulation atmosphérique dans le passé, plusieurs traceurs sont communément utilisés, donc le flux de dépôt, la distribution granulométrique, les argiles, la géochimie, etc. Et donc, dans le cadre de cette présentation, on va s'intéresser essentiellement au flux de dépôt qui va nous permettre de discuter les changements d'intensité des vents et ou d'aridité. Et on verra que ce n'est pas toujours si simple. Donc, une des régions clés pour étudier les flux de poussière dans le monde est donc l'océan Atlantique tropical nord-est, puisque comme le montre cette carte de l'index d'aérosols, cette région océanique est située à proximité du plus grand désert émetteur de particules à l'actuel, donc le Sahara et le Sahel. Et donc, en termes de longue archive marine, une carotte de référence qui a enregistré un flux sur plus de 5 millions d'années de poussière, de pourcentage de poussière. Donc, c'est cet enregistrement qui a été publié par Tiedemann en 1994 et qui donc avait été interprété comme un changement progressif de l'ardification en lien avec le refroidissement global. Et donc en 1995, à partir de ce même flux de poussière qu'on vient de quitter, Demenokal avait travaillé sur les analyses spectrales dans le but un petit peu d'essayer de discuter les forçages qui impactent ce signal de poussière au cours du temps. Et donc il avait mis en évidence qu'on avait plusieurs phases et qu'on avait un shift avec vers 4-5 millions d'années, on avait plutôt un signal précession très présent, donc un signal d'insolation locale au niveau de notre continent africain. Et puis au plus on remontait dans le temps, on avait le 41 000 ans et le 100 000 ans, donc qui sont associés à l'obliquité et donc aux variations glaciaires interglaciaires qui prenaient le dessus. Donc sur la période qui nous intéresse, Demenokal avait donc mis en évidence que c'était plutôt le 41 000 ans qui prédominait le signal, avec un plus petit signal de précession. Toutefois, cette observation, elle était un petit peu incohérente et toujours problématique dans le sens où l'ensemble des autres traceurs à basse latitude, donc d'humidité, d'aridité ou de mousson en général, suivent plutôt l'insolation locale et donc un forçage précession. Donc c'est un petit peu dans le but de discuter, de retravailler sur ces forçages et de voir si on peut un peu mieux comprendre les choses, qu'on a travaillé sur la carotte MD032705 qui est donc jumelle au site ODP 659. Et comme vous le voyez sur cette carte bathymétrique, cette carotte est située sur un mont sous-marin. C'était pour cette raison qu'il l'avait choisi pour travailler sur le flux éolien, puisqu'on minimise les apports par les courants de fond. On était suffisamment distant de la côte pour les apports fluviatiles. Donc on considérait que la sédimentation terrigène était essentiellement d'origine éolienne. Donc c'est pour ça que ce site était choisi. Et donc pour calculer ce fameux flux de poussière, Tiedemann, Demenokal et la plupart des gens utilisaient ce qu'on appelle le MARS, donc l'accumulation éolienne, qui prend en compte le pourcentage de dust, qui est calculé basiquement en prenant 100% du sédimentaire, moins le pourcentage de carbonate.
Dans cette zone, il y a très peu d'opale biogène. Donc voilà, en retirant les carbonates, on avait le flux de terrigène, qui dans notre cas est le flux de poussière. Donc la contrainte est qu'il faut considérer que le flux de carbonate n'est pas influencé au cours du temps et que finalement on est contraint par le modèle d'âge puisqu'on injecte le taux de sédimentation, le taux de sédimentation dans le calcul. Et puis depuis quelques années, donc dans des années 2000, un nouveau proxy est arrivé pour calculer le flux de dépôt, donc la normalisation par le thorium-230. Donc pour faire simple, on ne va pas rentrer dans les détails, mais donc ce traceur permet de faire abstraction de la dilution potentielle des carbonates dans le sens où la production de thorium-230 est connue et elle correspond au produit de désintégration de l'uranium-234 dans la colonne d'eau. Donc à chaque période temporelle, on sait quelle quantité de thorium on doit récolter. Et donc tout ce qui est en excès est associé à un apport extérieur, donc dans notre cas, les poussières pour le terrigène et bien sûr le biogénique. Donc le contexte sédimentaire de notre carotte et les limites du proxy font qu'on peut remonter jusqu'à 240 000 ans, et c'est ce que je vais vous présenter. Donc vous avez ici l'échelle d'âge, donc de 0 à 240 000 ans. Je vous ai remis ici l'obliquité et l'insolation locale d'été. Vous avez ici en bleu les données qui étaient disponibles donc, par Tiedemann, donc le pourcentage de poussière en continu, et en petit tireté le fameux Mars. Ici en orange, vous avez la pourcentage de poussière pour la carotte MD03. Et ici en rouge, donc, la courbe produite récemment, donc le flux de poussière par la méthode de thorium-230. Et si on regarde, finalement, on prend en compte ici qu'on n'a pas la même résolution temporelle d'échantillonnage, mais on a bien globalement des cyclicités communes entre tous ces traceurs. Donc globalement, on trace bien tous l'éolien. Sauf que si on zoome un petit peu, donc là, je vous ai laissé juste l'échelle d'âge, l'insolation, l'obliquité, et donc en rouge, c'est toujours notre flux thorium, et en orange, le pourcentage. On remarque qu'à certaines périodes, donc notamment ici, on a un pourcentage, un pourcentage de poussière qui est supérieur au flux thorium mesuré. Et ces périodes donc, correspondent à la fin du stade, au milieu du stade isotopique 6, au stade isotopique 4 et 2, qui sont des périodes plutôt froides et glaciaires. Donc, j'ai essayé un petit peu de réfléchir et en discutant donc, avec plusieurs personnes. Je ne suis absolument pas paléocéanographe, donc attention à ce que je vais dire par la suite. Donc, j'ai un petit peu cherché dans mes proxys et donc en 2012, Malaisé et al. Ont publié ces données. Donc, vous avez ici le delta O18 benthique des foraminifères pour la même carotte et ici le delta C13 benthique, pareil, de la même carotte. Et on remarque que finalement, ces différences entre pourcentage et flux sont associées à des périodes où le delta C13 benthique est baissé et où le delta O18 benthique augmente. Et si on se réfère à des anciens papiers et aux conclusions donc, de Bruno Malaisé, notamment pour la Mid-Pléistocène Transition, on a pendant ces périodes glaciaires donc une reconstitution, pas une reconstitution, mais un changement dans la circulation océanique profonde. Donc, en interglaciaire, notre carotte est plutôt influencée par les masses atlantiques NADW. Et en fait, pendant ces périodes plus glaciaires, on a les eaux australes qui remontent au niveau de notre site et qui ont, d'après la biblio et ce que j'ai pu comprendre, un pH plus acide. Donc on peut imaginer que ce changement de pH aurait pu contribuer à partiellement dissoudre certains carbonates. On aurait donc le pourcentage de carbonate ici qui est modifié et donc ce qui enchaîne une surestimation du pourcentage terrigène, donc un biais du pourcentage terrigène par rapport au flux. Et donc ça se vérifie par le flux de carbonate, donc là qui est normalisé au thorium-230, qui effectivement diminue pendant ces périodes glaciaires qui normalement dans notre région sont plutôt associées à une augmentation de la production des carbonates. Et donc tout ceci, pour revenir à notre point de départ, c'est que finalement en 1995, donc lorsque Peter Demenokal a discuté un petit peu ses analyses spectrales sur le flux, il a fait l'hypothèse que le site étant sur un mont sous-marin, il ne pouvait pas être impacté par les changements de masse d'eau et donc une dissolution des carbonates. Donc du coup, c'est une hypothèse qui visiblement, d'après nos données, s'avère fausse. Et donc, est-ce que ça impacte notre cyclicité, donc nos forçages orbitaux? C'est ce que je vous montre ici. Donc en continu, c'est le pourcentage, le pourcentage de poussière. Donc c'est ce que trouvait Peter Demenokal, donc avec un 41 000 ans, 100 000 ans plutôt prononcé et une précession plutôt faible. Et à l'inverse, donc moi, quand j'utilise mon flux thorium, on voit que hop,
on change de shift, on change de cyclicité. Donc finalement, cette restructuration des masses profondes, qui a une origine plutôt Atlantique Nord, qui imposait plus ou moins un signal 41 000 ans, 100 000 ans sur notre site, s'avère juste biaisé par le fait qu'on a une dissolution partielle des carbonates à ces périodes de temps. Donc ça confirme l'intérêt d'utiliser la normalisation par le thorium et d'une manière plus générale les constantes flux proxies. Donc des petites conclusions qui ne sont pas vraiment des conclusions, mais plutôt des bullet points qu'on peut déduire de cette étude. Donc finalement, les périodes glaciaires, qui sont généralement dans les modèles considérées comme les plus poussiéreuses, ne sont visiblement peut-être pas aussi poussiéreuses que prévu, donc ça peut aider ou favoriser ou améliorer la modélisation. Finalement, on retrouve quelque chose de très cohérent, puisque notre flux de poussière semble finalement bien tracer l'insolation locale, donc plutôt un signal mousson, ce qui est cohérent avec tout ce qu'on peut trouver sur le continent. Donc finalement, on arrive un petit peu à relier ce qui était compliqué à expliquer. Et c'est un impact du coup pour tout ce qui est archéologie, puisque énormément de monde discute l'évolution des hominidés par rapport à ces changements climatiques en Afrique et joue sur ces différents rôles de l'Atlantique Nord, des conditions hémisphère nord sur les basses latitudes. Et puis finalement, une des conclusions, c'est que c'est toujours difficile quand on parle des flux de poussière de déchiffrer est-ce que c'est plutôt une force des vents ou est-ce que c'est plutôt l'aridité qui change. Il semblerait du moins qu'aux basses latitudes, sur cette période de temps, cette excellente corrélation et ce forçage précession nous indiquent que ce serait plutôt l'aridité qui prédominerait sur la vitesse des vents. Voilà, je vous remercie. Merci Charlotte pour cette jolie présentation. Y a-t-il des questions, j'imagine? Moi j'en ai une sur un de tes derniers points où tu dis que souvent les archéologues réfléchissent sur ces grands cycles, mais en fait ils réfléchissent sur ces grands cycles aussi avec les données provenant des grands lacs est-africains où on voit justement des périodes, l'alternance de périodes humides, de périodes sèches, et donc ça n'a rien à voir avec ton côté atlantique. Non, alors, je ne pense pas que ça ait rien à voir, puisqu'on a quand même un front commun de mousson, mais c'est pour ça que je voulais dire c'est pas un changement dans l'interprétation, mais c'est plus de se dire finalement on n'a pas forcément besoin en Afrique de l'Ouest des conditions hémisphère nord pour changer l'état d'aridité, et donc finalement les sorties, donc la période où les hominidés migrent vers le nord de l'Afrique, on n'a pas besoin d'aller chercher des changements en hémisphère nord pour expliquer ces changements basse latitude. C'était simplement ce que je voulais dire. D'autres questions ?